Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Bonsoir et bienvenue dans cette émission qui est la vôtre. Nous avons 2 heures devant nous, 2 heures de direct pour parler de vous et de votre vie en toute quiétude. Le standard d'Europe 1 est à votre disposition, 39 21. Paul et Amandine vont se faire un plaisir de vous y accueillir jusqu'à 1h du matin sous le regard complice de Philippe Chartier qui est aux manettes de l'émission. Et bien sûr, on compte également sur toutes vos réactions, qu'elles nous parviennent par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21 ou encore sur la page Facebook 39 21. On attend plus que vous. La libre antenne sur Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Gaëlle. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Vous allez bien ? Oui, ça va bien, merci. Et vous ? Je vais plutôt bien, mais là je suis en plein bilan. Donc oui. Je voulais en discuter avec vous, surtout oui, que je vous plaisir. écoute depuis toujours, depuis que j'ai fait mes études de prépa, donc ça fait longtemps. Ah oui. Vous rêvez. Alors ça vous a bien réussi apparemment. Pourtant les prépas c'est costaud, hein. C'est costaud, mais on en garde un bon souvenir. On en garde un bon souvenir à la fin. Mais on peut plus le redire, mais on garde un bon souvenir. Oui, parce que c'est rude, hein. Vous avez fait quoi comme vous avez fait quoi comme prépa? Alors moi j'ai fait une prépa économique. D'accord. Oui. Pour les grandes écoles, grandes écoles de commerce. Oui. Voilà, j'ai été admise dans une grande école qui est dans le top 10, on va dire, des grandes écoles. Bravo. Ouais. Voilà, et ça fait 7 ans que je travaille en entreprise. D'accord, dans le domaine que vous souhaitiez. Exactement. Bon, donc vous êtes toute jeune encore. J'ai 31 ans. Bah oui, vous êtes toute jeune alors. D'accord. Donc depuis 7 ans, vous êtes dans le monde du travail. Dans le monde du travail. Et alors vous faites un bilan sur quel plan? C'est quoi? Sur quel plan? C'est qu'en ce moment, ça se passe pas très bien au travail. Ah. Ça se passe pas très bien. Mmh. Et ce qui revient toujours, c'est mon caractère qui est très émotif. Très émotif. Oui. Et je me questionne, je me dis, est-ce que j'ai choisi la bonne voie? Parce qu'en entreprise, c'est un monde très impersonnel. J'ai l'impression qu'on n'a pas le droit d'avoir des sentiments, de montrer nos émotions, et qu'il faut avoir un masque qui fait de nous une personne impassible. Et je sais que ce n'est pas moi, parce que la nature émotive, ça fait partie de moi. Oui, bien sûr. Ça fait partie de moi. Je l'ai travaillé avec mon psychiatre en thérapie, et il m'a montré que c'était ce qui faisait de moi aussi une belle personne et que je ne devais pas cacher cette partie de moi. Mais en entreprise, c'est très difficile, surtout dans les situations tendues où il y a un manque de reconnaissance, où on veut faire valoir sa valeur sur le marché. Pour moi, comment ça se traduit? C'est des moments tendus avec mon manager, parfois avec des collègues, et je peux pas continuer comme ça. Parce que le relationnel en entreprise, c'est très difficile pour moi. Oui, ça vous fragilise. Je pense que ça me fragilise. C'est-à-dire que vous parlez pas le même langage. C'est-à-dire qu'à un moment, vos émotions affleurent un peu Exactement. trop. Et malheureusement, c'est c'est interprété comme de la fragilité, et ça peut même être associé jusqu'à un manque de fiabilité, ce qui n'est en rien le cas. Mais en rien le cas. Alors la fiabilité, comme je suis quelqu'un de très carré, de très structuré, ça je l'ai. Et je l'ai toujours eu. Mais du coup, ça me dessert quelque part, parce que c'est quand même vu comme une faiblesse. C'est-à-dire, vous savez, dans l'entreprise, une entreprise est avant tout composée d'humains, et qui dit humain dit émotion. Alors certains arrivent mieux que d'autres à les, c'est même pas à les dissimuler, mais à faire en sorte un peu de faire en sorte qu'elles n'apparaissent pas trop sur le devant de la scène. Pour autant, parce que c'est une protection aussi. C'est une façon de se protéger. C'est que dans le monde de l'entreprise, dans le domaine où vous êtes, en plus,
plus particulièrement, c'est souvent, oui, associé à une fragilité ou à une faiblesse. Ce qui n'est en rien le cas, évidemment, en termes de qualité humaine. Mais ça peut se travailler, ça. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'actuellement, quand vous dites un bilan, vous vous remettez en question au point d'envisager de changer de voie Voilà, parce que ce que je vous avais pas dit et que j'avais expliqué à Paul, votre assistant tout à l'heure, c'est que moi, depuis 4 ans, ce que j'essaie de cacher, c'est mon état dépressif. D'accord, alors. Ça a été diagnostiqué. Et je c'est comprends ça que mieux. je dois le cacher. Oui. C'était mon fardeau. Oui. Mais tous les matins, quand je me lève, en plus avec difficulté, parce qu'avec le traitement, j'ai quand même du mal à me lever. Oui, c'est dur le matin, on est plus fatigué. Ça va mieux en fin de journée, mais les matinées sont plus compliquées, bien sûr. C'est plus compliqué. Oui. Heureusement, je travaille pas très loin de chez moi, donc j'arrive à arriver à l'heure, mais c'est quand même très dur. Donc déjà, dès le matin, pour moi, le travail, c'est dur. Et quand je vais au travail, je dois mettre un masque et surtout, je me dis, faut pas qu'on sache que je suis pas bien à l'intérieur, que je suis en train de travailler quelque chose qui ne va pas bien chez moi. Oui, et ça vous avez raison, parce que ça c'est vraiment une protection. C'est-à-dire c'est-à-dire que les émotions, on pourra en reparler, c'est une chose, être une personnalité. Ça va aussi avec, d'une certaine façon, une certaine spontanéité aussi, j'ai envie de dire, un certain naturel, là où, malheureusement, dans certaines entreprises, parfois ça peut être très formaté, certains savent très bien utiliser la langue de bois, voyez, mais le côté, ça peut donner aussi une certaine fraîcheur. Maintenant, ce que vous dites, c'est autre chose. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien, puisqu'actuellement vous êtes en dépression, et ça, effectivement, ça n'a pas à se savoir dans le monde de l'entreprise. Exactement. Parce que ça se retournerait contre vous. Bon, simplement, non pas que ce soit, c'est pas une tare d'être en dépression. Il y a beaucoup de dépressifs qui s'ignorent, vous savez, et surtout justement dans notre monde hyper compétitif où il faut être performant sur tous les plans, où il faut aller vite. Il y a beaucoup de gens qui sont dans une hyper activité, qui sont dans une fuite finalement vis-à-vis d'eux-mêmes, et c'est une façon de fuir la dépression. Ils savent pas, mais parfois le jour où ils craquent sévèrement. Moi, ça a été exactement ça, parce que je ne le savais pas. Mais quand j'ai commencé à le travailler avec mon psychiatre, ce qu'il a vu, c'était que j'avais une exigence. La première chose qu'il m'a dit, c'est que j'avais une exigence personnelle excessive. Et oui. Quand je parlais, je ne sais pas, mais je me revois, la première fois, je disais toujours « je dois ». Je le disais tout le temps. Je suis quelqu'un qui est très axé sur la performance. Je suis très exigeante envers moi-même et je dois toujours courir vers la perfection, même si je sais qu'elle n'existe plus, je le sais. Oui, mais peu importe, vous avez un idéal très fort. Voilà. Qui a été un moteur, voilà. Mais quand on craque, ça fait mal parce que finalement, c'est une remise en question très profonde. C'est exactement ça. Et j'ai craqué il y a 4 ans parce qu'il y a eu un événement déclencheur. C'est ce que je disais à Paul tout à l'heure, c'est que mes parents se sont séparés. Oui. Il y a 4 ans. D'accord. Et à partir de ce moment-là, ça a fait un choc dans ma tête et je me suis dit, j'en peux plus. Le travail, ça va plus. Ma famille s'effondre. Et c'est comme ça que je suis allée à la porte de mon psychiatre pour lui expliquer que ça n'allait plus. Mais ça a été l'élément déclencheur qui a fait que on a posé un diagnostic et maintenant je sais ce que j'ai et que je dois le travailler parce que sinon je prenais une route qui n'allait pas. Enfin, je donnais ma vie au travail et je donne encore ma vie au travail. Et sur le plan personnel, je ne construis rien. J'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Enfin, ça peut tout est possible encore, Gaëlle. Oui, vous êtes franchement, vous avez 31 ans, donc tout est possible et peut-être c'est là où on ne peut souhaiter à personne de se retrouver, de plonger dans la dépression, parce que c'est quelque chose de très douloureux à vivre, qui met complètement en décalage et que malheureusement c'est tellement mal vu et particulièrement, comme vous dites, au travail, où au travail on nous demande avant tout d'être performant. Bon, voilà. Donc c'est d'ailleurs bien que des personnalités, parfois des personnalités publiques, parlent
de ce qu'ils ont traversé. Je pense au livre de Philippe Labro, qui a eu un parcours quand même incroyable et qui à un moment évoque sa dépression dans un livre. Bon. Et moi, je pensais à des stars américaines aussi. Enfin, j'écoute beaucoup la musique américaine. Il y a Mariah Carey, il y a pas longtemps, qui est brillante et qui a reconnu. C'est pas vraiment. Enfin, il y avait un peu de dépression, mais elle a reconnu qu'elle était bipolaire. Et ça, je trouvais trop courageux, très courageux. Oui. Oui, et ça peut aider beaucoup de personnes qui se sentent à ce moment-là en marge et obligées de cacher enfin ce qu'elles vivent, un peu comme une tare finalement. Or vous savez, la dépression, ça touche beaucoup de personnes et il faut savoir qu'en plus on s'en relève. D'autant plus que vous vous donnez les moyens. C'est-à-dire que j'entends bien les difficultés que ça pose et même en termes de fatigue. Tout simplement, de fatigue, de concentration. Vous êtes dans un boulot où il faut réagir vite, avoir du répondant. Et évidemment, vous vous sentez pas au maximum de vos capacités en ce moment. Mais vous me parlez de ce psychiatre. J'imagine qu'il vous a prescrit un traitement et que vous parlez aussi avec lui. Ah, tout à fait. C'est vraiment. Il a vraiment été ma béquille et je vais beaucoup mieux. Je le vois d'ailleurs de moins en moins parce qu'avant je le voyais toutes les semaines. Donc maintenant je le vois à peu près 2 fois par mois. Donc ça montre que ça va beaucoup mieux et je le sens. Vous ne ressentez pas le besoin de le voir plus là en ce moment? Non, parce que j'arrive à gérer. D'accord. Voilà. Oui, et puis vous savez que si vous avez quelque chose à un moment qui serait trop perturbant, vous pouvez le joindre sans difficulté. Exactement, parce qu'il est accessible par téléphone. C'est bien d'avoir un lieu où on peut enfin oser dire ce que l'on a tous en nous. Faire part de nos doutes, de nos fragilités, de nos questionnements, même ceux qui paraissent le plus imperméables à ça, vous savez. Ouais, mais des fois, vous savez, Caroline, j'aimerais bien être comme eux. Enfin, au travail, j'aimerais bien être comme eux pour pas être desservie plus tard si je veux évoluer. Mais finalement, vous savez, Gaëlle, on ne sait jamais. On n'a que la surface des choses. On ne sait jamais au fond ce qui se passe derrière cette apparence lisse. C'est vrai. Vous-même, vous me dites, et vous avez raison de le faire, vous n'en parlez pas. Voilà, qu'il saurait. Enfin, je suis quelqu'un qui est de nature souriante. Enfin, comme je vis mes émotions, chacune de mes émotions à 100%, on va dire même à 200%, je suis quelqu'un de souriante la plupart du temps, mais quand la vie au travail est dure parce qu'on a un manager qui ne vous comprend pas ou qui ne sert pas vos intérêts ou vous n'avez pas la reconnaissance, il y a la tristesse et la colère. Et des fois, moi, ma colère, elle s'exprime par des mails incendiaires ou... Attention à ça, oui. Oui. Puisque vous le savez, parce que les mails, en plus, il y a une trace écrite. Ouais, et puis attention justement de ne pas, et c'est là où c'est important, vous pouvez le travailler en thérapie, c'est-à-dire que ça doit rester dans un cadre professionnel. Or parfois cette colère, elle a des racines plus profondes et où on le sait dans le monde du travail, tout d'un coup on peut être amené à faire des transferts sur des personnes, sur des responsables, notamment figures d'autorité, qui à un moment, parce que comme vous dites, vous parlez de manque de reconnaissance, ça va renvoyer à des manques de notre histoire, alors qu'en fait eux, ils sont dans leur rôle de manager. Voyez, le problème, c'est que quand on est en dépression, il y a une perte d'estime de soi très importante. C'est un des premiers symptômes. Le premier symptôme, c'est la fatigue, évidemment. C'est la perte d'envie, en fait. C'est le ralentissement. Mais derrière tout ça, il y a une perte d'estime de soi. Alors évidemment, au boulot, vous n'êtes pas dans les meilleures conditions pour pouvoir argumenter et faire valoir vos compétences. Mais ça va. J'étais affaiblie. Ouais, j'étais affaiblie. Le mail, c'était facile parce qu'il y a le temps de recul, etc. Mais en réunion. J'étais hors de moi-même, j'étais affaiblie. En plus, le ton, il était plutôt violent parce que du coup, mon la colère était là. Était fâché. Donc voilà. Mais ce qui est ressorti quand je relis ce que j'ai écrit, c'est un manque de reconnaissance flagrant. J'estimais que c'était un manque de reconnaissance flagrant par rapport aux efforts que je fournissais. Mais moi, quand je parlais d'efforts, au fait, je savais que je faisais un effort. Je n'allais pas dire surhumain, pas surhumain, mais je savais que je donnais beaucoup d'efforts. Vous donnez beaucoup de vous-même, oui, et oui.
Oui. J'ai fait des heures. Il n'y a pas des heures supplémentaires dans mon contrat, mais parce que nous, on est en jour travaillé, mais j'ai travaillé jusqu'à 20 heures. Enfin, j'ai fait des heures de travail colossales, vraiment. J'ai vraiment donné plus que ma part parce que je suis toujours quelqu'un qui carbure, qui est très performante et ça convient très bien aux managers. Quand ils travaillent avec moi, enfin, ils savent que ça roule tout seul. Enfin, je donne vraiment, vraiment tout. Mais là, ces derniers temps, c'était vraiment en puisant dans ma santé. Je sais pas si vous comprenez ce que. Mais si, je comprends. Ah, je comprends très bien, Gaëlle. Bien sûr, Voilà. ça vous demande. Vous devez beaucoup prendre sur vous-même. Voilà. Parce qu'évidemment, quand la dépression joue aussi sur les facultés cognitives. Telles que la mémoire, la concentration. Alors tout ça, c'est même un peu angoissant d'ailleurs. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Je m'éparpille, j'arrive plus rien à fixer. L'impression même de perdre un peu la qualité de son raisonnement. Or c'est un peu endormi, mais ce n'est pas effacé. Ça revient. Ça revient. Hein. Ça revient. Et ce qui m'aide aussi, Caroline, c'est que surtout que c'est bizarre dans ma génération. Mais je reviens beaucoup à l'écriture sur papier. Ça m'aide beaucoup. Écrire sur papier, faire mes to-do list pour ne rien oublier, retenir ce qui est important aussi. C'est ce que j'avais vu aussi avec mon psychiatre, c'était vraiment de bien prioriser mes dossiers, etc. Donc j'écrivais tout sur papier et je continue aussi. Et l'écrire sur papier, ça m'aide beaucoup. Ça m'aide beaucoup. Faire des schémas aussi, ça m'aide beaucoup. Mais j'ai entendu qu'écrire sur papier, oui, finalement, on en parlait par rapport aux étudiants qui maintenant prennent les notes sur leur ordi et que finalement on retenait mieux parce que ça permettait de faire un véritable travail. Quand le prof dicte son cours, quand on est sur ordi, on dicte presque mot à mot, alors qu'il faut saisir un peu le sens de la phrase, du discours avant de le noter. Il y a déjà un travail qui se fait, un peu de mémorisation. Donc effectivement, ça met pas en jeu les mêmes facultés cognitives, vous avez raison. Mais là, actuellement, j'ai envie de dire que vous allez... Déjà, ça va mieux. Ça va mieux et vous avez réussi à tenir bon, ce qui est pour le coup une performance en soi. Hein, parce que... oui. Ah oui, bah oui. Alors eux, ils peuvent pas le savoir, vos managers, parce que vous allez pas lui dire, dis donc, lâche-moi un peu. Je suis en pleine dépression et t'as vu le boulot que je fournis. Bon. Ils se demanderaient si c'est du lard ou du cochon, vous voyez. Mais bon, c'est pas, vous n'allez pas vous tirer de balles dans le pied. Mais néanmoins, bien sûr, et votre psychiatre doit vous le dire, vous prenez énormément sur vous-même. Maintenant, il faut que vous ayez des moments pour vous ressourcer. Et puis, de tout ça est en train d'émerger autre chose, et j'ai envie de dire une autre Gaëlle aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui va peut-être être moins dans cette idée de devoir correspondre à quelque chose de parfait, à cet idéal où il faut toujours être la plus performante, la meilleure, la reconnaissance, de quoi, d'amour, être aimé. Vous pouvez aussi être aimé pour d'autres raisons. Peut-être aussi essayer de trouver un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Vous êtes à l'âge idéal pour ça. Vous avez fait une prépa, c'est très rude la prépa, et finalement vous aviez le mental pour. Vous savez qu'il y a beaucoup d'étudiants, je vous l'apprends pas, qui craquent pendant les prépas. Ouais, non, c'est vrai. Hein, et vous avez un mental. Moi, j'avais le mental pour. Ah même oui. si j'avais un problème, c'est que je manquais d'assurance, mais c'était avec l'âge. Oui, mais ça, bon, quelqu'un, alors vraiment, après, parfois, ça pose question. Hein, tout jeune et déjà plein d'assurance. Parfois, ça peut friser aussi un peu l'arrogance. Hein, donc, bon, vous voyez. Bon, non, mais vous aviez déjà un sacré mental, hein, pour faire une prépa, sortir dans les écoles au top 10. Bon, donc peut-être qu'à un moment, ça arrive aussi où vous vous dites, bon, ce qui ne veut pas dire que vous allez abandonner vos ambitions personnelles, parce qu'après tout, le travail est un facteur d'épanouissement important. Exactement, et je pense que c'est ce qui m'a aidé à tenir aussi. Bah oui, et c'est bien que vous ayez pu continuer, je trouve. Oui, voilà, c'est ça. Même si là, ces derniers temps, ça va pas trop, parce qu'il y a mon corps qui me donne des signes. Quels signes? Donc, mal de dos. Oui. Mal de dos, on a fait la radio, etc. Il n'y a rien. Je suis retournée au travail, au fait, en fin de journée. Le mal de dos revenait, au fait, c'était la fatigue. Oui, c'est ça. La fatigue. Donc ça montre que j'arrive pas encore à ajuster bien le curseur entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et ce curseur, vous savez, Caroline, c'est le soir, à partir de 18h, où j'arrive pas à décrocher.
18h, je me dis je devrais rentrer. Oui. J'arrive pas. Et pourquoi? C'est parce que vous appréhendez peut-être de vous retrouver, de rentrer chez vous seul ou... Pas du tout. Non. Je pense que on l'a épluché avec mon psychiatre, c'est que rien ne m'attend. Donc j'ai pas la pression de rentrer parce que j'ai pas d'enfant. Et oui, bien sûr. Voilà. Oui. Et moi, dans ma tête, c'est parce que je veux terminer ce que j'ai commencé. D'accord, je comprends. veux toujours terminer. Voilà, j'arrive pas à décrocher. Oui. Oui, quelque part, je suis accro au travail, donc. Je dis, est-ce que je dois... Non, parce que peut-être c'est vous libérer un peu d'une charge mentale, de si vous rentriez chez vous en vous disant, oh là là, j'ai encore tout ça à faire, ça risquerait de vous empoisonner un peu la soirée. Mais là où votre psy a raison, c'est plus compliqué quand on rentre chez soi et qu'on est seul. Et du coup, c'est vrai que vous retrouveriez votre compagnon. Bon, peut-être que lui aussi parlerait de son boulot et puis au bout d'un moment, il dirait « Eh oh, ça va, on parle d'autre chose ». Bon, ouais. Des enfants, ça, il y a rien de mieux pour un moment, ils vous rappellent à l'ordre, hein, qu'ils sont là et qu'ils ont des priorités et qu'il faut s'intéresser à eux, s'occuper d'eux. Alors que évidemment, seul, c'est plus compliqué. Mais vous êtes à un âge où pour le moment, vous avez construit votre parcours professionnel, et très bien, vous en êtes très bien sorti. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a un équilibre à trouver. Mais les vacances arrivent, j'ai envie de dire. Vous allez partir quand même, là. Ah oui, j'ai déjà tout prévu. Formidable. Bon, c'est bien. Prévu. Vous êtes déjà très engagé. Voilà. Quand vous partez alors, quand? Je vais partir d'abord en juillet et ensuite en août. Donc, super. Super. C'est très bien. Oui. Faire le break, c'est super. Et vous partez avec des amis un peu? Vous partez Alors c'est mon souci, c'est que j'ai pas beaucoup d'amis. J'ai des amis très proches. Oui. Mais ils commencent à construire leur vie de famille, etc. Et oui, vous arrivez à l'âge un peu charnière. Oui. Voilà, donc je fais des vacances solo des fois. Là, on va essayer de faire un enterrement de vie de jeune fille, mais ce sera plutôt courant novembre, je pense, octobre-novembre. D'accord. Et là, cet été, je vais partir toute seule, mais en même temps, je pense que j'en ai besoin parce que... Et au soleil, dans un endroit... Et donc, vous allez en club? Vous faites quelque chose? Vous allez rencontrer... j'y vais en club. Bon, on rencontre du monde. Voilà, et en août, j'irai toute seule. Exactement. Vous savez, parfois, justement, c'est quand on est seul qu'on rencontre le plus de monde parce qu'on fait le pas pour aller vers les autres. Et puis, il y a toujours des gens qui vous repèrent, qui vous proposent de venir à leur table, prendre un apéritif, enfin, bon. Oui, c'est ça. Et puis, qui sait, vous allez peut-être faire une rencontre. Vous n'allez peut-être pas rentrer seul, en septembre, Gaëlle. Je sais pas. On sait pas. Écoutez, vous verrez bien, de toute façon. Mais déjà, je vais arriver exténuée. Non, il faudrait. Non, parce que si c'est pour. Non, parce qu'on profite moins. Il faudrait que vous ayez un petit break, même chez vous, à ce moment-là, dans votre environnement, vous puissiez dormir, enfin, vivre un peu à votre rythme et partir pas épuisé en vacances. Oui, c'est ça. Quand même. Parce que c'est que déjà rien que les week-ends, j'arrive exténuée. Et oui. Le vendredi soir, je suis exténuée. Oui. Et j'ai envie quasiment de rien faire. Et je dors beaucoup. Là, ça va mieux, mais je dors beaucoup. C'est normal, la dépression fait dormir. Enfin, il y a des personnes chez qui ça crée des troubles du sommeil. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux que ça soit dans ce sens-là, que vous dormiez beaucoup, parce que vous vous réparez en dormant. Ouais, je me sens C'est mieux, une chance aussi. Bien sûr que vous vous sentez mieux. Il y a des personnes qui en dépression perdent le sommeil et c'est plus compliqué parce qu'elles n'ont même plus ce temps de réparation. Alors à l'inverse, il y en a que la dépression fait beaucoup dormir, mais après tout, c'est vrai que c'est une forme de refuge, mais là vous êtes un peu dans votre bulle et vous vous réparez physiquement et mentalement. Donc le week-end, après tout, vous pouvez vous faire un week-end cocooning et partir vous faire un week-end où vous vous reposez pour arriver en vacances, pas être couché quand même à 20h, hein, ça serait dommage, vous louperiez les soirées. Oui, non, là je serais dans un super calme, mais ça me fait du bien ce que vous me dites, Caroline, parce que je culpabilisais de dormir beaucoup, beaucoup. Écoutez, alors franchement, c'est l'hôpital qui se ficherait de la charité parce que moi je suis une très grosse dormeuse, j'ai toujours été une très grosse dormeuse, j'ai longtemps culpabilisé comme vous. Alors maintenant, j'ai un excellent prétexte parce que la nuit permet de dire mais moi je bosse la nuit donc m'appelez pas le matin, je dors. Et puis je peux me faire des grasses matinées comme ça. Donc vous voyez, j'ai trouvé et maintenant je culpabilise plus du tout.
Vraiment plus du tout. Et moi, je dis que celui qui a inventé le lit devrait être au Panthéon, parce que c'est vraiment la meilleure invention. Et le matelas aussi, hein. Le matelas. Et le matelas, vous avez raison, ça compte le matelas. Je vois qu'on a, oui, on a le même feeling. Alors, on va marquer une petite pause et on accueillera après Marie qui nous rejoindra, qui vous a écouté attentivement et qui voudrait vous parler. Mais avant, un petit message de Frésia. C'est intéressant ce que dit Frésia parce que elle dit en entreprise, j'ai connu un PDG qui avait une image de winner, absent pour dépression, mais la version officielle était un infarctus. Et ça, c'est intéressant parce que c'est pas la première fois que j'entends ça, les grands dirigeants. Non, pas du tout. Et plus on monte dans la hiérarchie, moins c'est assumé. Alors que dans les cabinets de psy, on en voit des dirigeants qui craquent. Ça épargne personne. Oui. C'est ce que mon psy disait aussi, et même chez les politiques, il me disait même les politiques. Mais oui, vous avez raison de relever, parce que là aussi, c'est les politiques, ils peuvent pas se permettre. Or, ça peut toucher tout le monde. Et encore une fois, il y a rien de honteux dans cette histoire-là. Et sur le moment, on le souhaite à personne. Parce que c'est vraiment un pénible. Mais je vous assure que quand on en sort différent. Et souvent, un peu plus en paix avec soi-même. Oui, c'est vrai que moi j'ai senti l'évolution et je me sens beaucoup mieux, hein, beaucoup mieux. Mais on s'autorise plus à être soi-même. Oui, mais attendez, vous avez du temps pour faire des ajustements. Frésia, qui connaît bien le monde dans l'entreprise et qui dit j'avais une manager, une grosse bosseuse et appréciée, qui notait dans son agenda 1 jour par semaine des cours de piano à 18h. Elle partait du bureau et elle s'y tenait. Oui, parfois il faut un peu se forcer comme ça, et pour quelque chose qui plaît et qui aère vraiment la tête. Restez bien avec nous, Gaëlle. On marque une petite pause et Marie va nous rejoindre. À tout de suite. D'accord. Merci, Caroline. Sur Europe 1, Caroline Dublanche vous écoute et vous accompagne. 23h45 sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble et en direct comme tous les soirs jusqu'à 1h du matin. La ligne est ouverte au 39 21. Nous sommes en compagnie de Gaëlle. Vous êtes là, Gaëlle ? Oui, je suis toujours là. Alors, vous dites actuellement vous prenez beaucoup sur vous parce que depuis 4 ans vous traversez une dépression. Ça va mieux, mais au boulot, ça reste évidemment compliqué. Il y a Sergio qui dit tiens, j'ai une solution, vous devriez postuler chez Dunlopillo ou Haute Marchand de Matelas. Ça c'est sûr qu'on serait bien pour faire la promo là, toutes les deux. Allez, on va accueillir c'est Marie qui est avec nous au 39 21. Bonsoir Marie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous avez écouté attentivement Gaëlle. Oui. Et vous vous êtes retrouvée un peu dans son témoignage, voire beaucoup. Beaucoup. Et je la trouve très très courageuse. Oui, parce que moi, j'ai vécu un mal-être au travail par rapport à une collègue pendant 1 an. Oui. Et j'ai eu aussi entre deux le décès de mon papa. Et j'ai essayé de toujours travailler aussi, me mettre à mon travail, le faire convenablement comme toujours. Mais j'ai senti au bout de plusieurs mois que si je continuais à trop prendre sur moi, oui, eh bien j'allais tomber dans la dépression, que je commençais à faire certainement, mais ça aurait été beaucoup plus fort. Et donc j'ai décidé de me mettre en arrêt maladie. Oui. Le médecin m'a compris de suite que c'était après avec le recul, comme un burn-out émotionnel. Oui. Et puis, au bout de 3 mois, mon patron a voulu me revoir et ça n'allait pas du tout. J'avais pas eu de déclic, j'étais perdue. Je ne savais pas quelle décision prendre, si je pouvais rester à mon poste ou non. Et puis, au bout de 4 mois, j'ai eu un déclic et j'ai dit je ne pourrais plus rester dans cette entreprise parce que eux, ils m'ont fait croire qu'ils me comprenaient. Et en fait, ils voulaient que je revienne, mais exactement dans les mêmes conditions. Donc, j'ai dit, c'était pas possible, c'est impossible. Donc, j'ai attendu mon licenciement. Et là, avec le recul, je me sens mieux parce que loin de cette entreprise, loin de cette ambiance. Oui. Et puis, maintenant, je change complètement de voie professionnelle. Ah oui. J'essaie d'aller vers le social, les animaux, en fait, des choses qui se rapportent à ma personnalité.
Ah, ça me fait penser au témoignage de Sandrine hier. Et oui, complètement. C'est ce que j'allais vous dire, Sandrine, qui c'était suite au grave problème de santé de son père, hein, qui s'était occupé de lui, enfin beaucoup pendant l'année qui avait suivi, et qui à ce moment-là a pris conscience que le travail qu'elle faisait, qui était très tourné dans le monde des affaires, enfin les chiffres n'avaient plus de sens pour elle, et qui voulait faire une formation, enfin cadre accompagnement d'auxiliaires de vie. Oui, mais moi c'est un double problème. C'était le travail, pas le travail en lui-même, pas mes tâches, mais non, la relation avec votre collègue. Oui, le collègue. Après, on se sent jugé et en fait, on va trop prendre sur nous. Au bout d'un moment, on peut plus, on explose, on va exploser, on peut plus supporter ce mal-être. Partir le matin avec la boule au ventre au travail. C'est horrible. Oui. C'est horrible. C'est horrible. Vécu et avec le dos, en fait. Oui, vous êtes. Le corps, souvent, vous avez raison, Gaëlle. Le corps réagit souvent bien avant notre tête. Ouais, et nous envoie des signaux, mais qu'on ne détecte pas toujours. Non, moi, j'ai pas détecté non plus. C'est pas étonnant si le mal de dos est le mal du siècle, hein. Bah oui. Ah oui, mais moi qui suis très rationnelle, qui voulais une preuve sur radio, oui. Je l'ai pas eu. Et au fait, je suis retournée au travail. Hein, j'avais été arrêtée. Je suis retournée au travail, mais pas très longtemps. Hein. Et je suis retournée au travail, ça allait bien. Fin de journée, ça revient. Deuxième jour, pareil. Fin de journée, ça revient. Et j'ai compris que c'était la fatigue. Le corps me disait qu'il était fatigué. C'est ça, ouais. Et alors vous, là, Marie, aujourd'hui, vous êtes dans une perspective de reconversion, et on vous sent en sereine quand vous nous en parlez. C'est comme si finalement le plus dur avait été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Parce que j'ai eu un entretien il y a 15 jours, mon premier entretien au Pôle emploi. Oui. Et rien que d'en parler, de suite, elle a vu qu'il y avait eu quelque chose au travail. Et elle a dit, madame, pour moi, vous n'êtes même pas prête de travailler. Pourtant, je suis encore en traitement, je ne l'ai pas lâché. Je me sens mieux, je suis active à la maison, mais je continue mon traitement. Et j'ai pris du recul par rapport à la situation que j'ai vécue au travail, par rapport à mon papa aussi. J'ai besoin je vois la vie autrement, la vie professionnelle autrement. Et je trouve Gaëlle très très courageuse parce que ça fait 4 ans qu'elle est en dépression. Vous avez raison de souligner son courage. Elle tient le coup et je trouve ça très très fort, quoi, parce que moi, j'ai 45 ans, j'ai jamais eu, un état de faiblesse comme ça. Je me suis toujours battue. Et là, c'est la première fois de ma vie que j'arrivais pas à me relever. Ouais. D'ailleurs, je remercie l'auditeur ou l'auditrice parce que je rebondis sur votre terme. C'est j'ai parlé du livre de Philippe Labro où il parlait de sa dépression. C'est tomber 7 fois, se relever 8. C'est ça le livre, où il parle de son parcours. Mais vous savez, ça tombe dessus sans prévenir, hein. Et ça tombe dessus sans prévenir. Et moi, je l'ai senti venir un après-midi. J'ai dit, j'étais devant mon ordinateur et j'ai dit, si je reste, si je continue, je vais aller de l'autre côté. Je me suis sentie basculer. Et ça a été un jeudi, j'ai fini ma semaine le vendredi. Et lundi, j'ai dit, je vais chez le médecin. C'est le déclic. Ouais. Et c'est chacun le déclic, chacun a son déclic. Maintenant, avec le recul, je me dis, j'aurais dû partir avant. Mais bon, quand on a une situation, un travail fixe, c'est ça aussi, c'est notre gagne-pain, on s'accroche. Voilà, mais quand on peut plus mentalement, on peut plus, quoi. Quand on arrive aucun travail, le plus intéressant soit-il, ne mérite qu'on y laisse sa santé. Oui, c'est vrai. Et il y en a même si en termes de santé, il y a un lourd coût à payer souvent, enfin, sur le plan du travail. Et beaucoup, enfin, c'est sous-évalué, hein, les chiffres. On parle de burn-out, on parle de dépression, on parle malheureusement parfois aussi de personnes qui se suicident. Il y avait eu un excellent article dans Le Monde et finalement on en parle très peu, d'un chercheur qui avait fait la corrélation entre
la souffrance au travail ou la souffrance créée par la perte d'emploi aussi, le chômage et le taux de suicide. Mais ça, voyez, on tire un rideau épais sur ces chiffres-là. Oui, je pense que c'est énorme en plus parce que c'est vrai que comme Gaëlle disait, on a un masque et beaucoup portent ce masque à l'entreprise et ne parlent pas de leur mal-être. Parce que dès qu'on va en parler à la personne responsable, ça se sait. Ça se sait parce qu'il peut avoir des conséquences, des changements de bureau, etc. C'est-à-dire que malheureusement, on est jugé après. Il faut savoir, heureusement que dans le monde du travail, dans le monde de l'entreprise, on a aussi des liens affectifs, amicaux, avec certaines personnes qu'on peut voir à l'extérieur et où on noue une relation amicale. Mais vous avez raison, il faut être très vigilant à savoir à qui on parle et ce que cette personne va faire de cette information, parce que malheureusement, ça peut être très mal utilisé et se retourner contre soi. En tout cas, c'est pas la solution d'en parler à son employeur dans les grosses boîtes. Moi, j'en ai parlé directement. J'ai été voir l'employeur parce que. Oui, mais parce que vous aviez un problème relationnel. Mais finalement, est-ce qu'il en a tenu compte ? Parce qu'après il m'a dit que oui, mais finalement, il voulait que je réintègre mon poste dans le même bureau avec la même collègue. Alors j'ai dit non, c'est pas possible. Dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions anxiogènes finalement. C'est ça. Exactement les mêmes, bien sûr. Mais vous avez eu un très bon réflexe, je trouve. C'est un moment de dire stop. Parce que j'étais à bout. Mais oui, mais vous savez, il y a parfois des gens qui vont au bout du bout. Et j'ai tenu plusieurs mois et ça n'a fait qu'agrandir. Je suis partie en vacances. Je suis revenue au moment du break. Et ça a éclaté avec la collègue. Et puis après cette querelle, pas cette querelle que verbale, c'était encore pire. C'était encore pire. Et ensuite j'ai dit allez, c'est tout. Je peux plus. Ça fait beaucoup réagir, vos témoignages toutes les deux, Gaëlle et Marie, ce qui montre que beaucoup d'auditeurs se reconnaissent à travers ce que vous dites. Sur Facebook, il y a Camille qui a dit je suis victime du même problème, mais le point clé, c'est de réussir à prendre du recul, se poser, se dire qu'après tout, ce qu'on fait peut tout à fait être terminé demain, et entre-temps, se trouver une activité pour se vider la tête, casser le rythme de réflexion du travail. Pour Camille, ça a été la musique. Il y a Lorenzo, il dit après tout, après le boulot, on peut aller faire un peu de gym, se défouler, faire des choses aussi pour soi, se trouver un moment de récréation finalement, ce que les enfants savent bien faire. Il y a Evelyne aussi qui dit il faut savoir décrocher quand on rentre chez soi, et elle vous dit courage Gaëlle, je suis sûre que vous allez y arriver, en tout cas bonnes vacances. Oui, j'espère. C'est ce qu'on vous souhaite. Courage, là. Allez, vraiment, les vacances approchent, ma chère Gaëlle. Donc, et surtout apprendre à vivre avec les autres. Et c'est dans les moments, ces situations tendues, au fait, où je me dis, j'ai peur que ça se sache, parce que quand je m'énerve, c'est soit les mails, ou soit je le dis très franchement en face de la personne, et ça peut être très mal perçu. Donc, ça dépend. Si vous restez correct. Oui, je reste toujours correcte. Voyez, à partir du moment, toujours tourné vers moi. Donc. Bon, on peut dire finalement, vous savez, ça dépend. Parfois, on voit des gens dans des boîtes qui sont insupportables, pour ne pas dire caractériels, et c'est parfois pris comme dire, dis donc, quel tempérament, il a du caractère, au moins il ou elle sait se faire respecter. Alors que d'un point de vue extérieur, on se dit bon. Donc, vous savez, ça peut être pris, c'est à double tranchant, ça. Du moment qu'on ne voit pas que ce soit un sentiment, un état de dépressif. Oui, en tout cas que derrière vous bouillonnez parce qu'il y a plein de choses qui remontent autour d'un manque de reconnaissance, d'un manque, voilà. Mais ça, il y a ce lieu où vous pouvez parler de vous en toute confiance, voyez, sans vous sentir jugé, et au contraire. Mais attention quand même, Gaëlle, attention aux mails incendiaires, ça laisse des traces. Oui, malheureusement, il y a déjà des traces, mais bon.
Comment? Je continue. Malheureusement, j'en ai déjà envoyé, donc il y a déjà des traces. Oui, bon, donc, écoutez, c'est bon, mais je le ferai plus, jusque-là. C'est Je le ferai promis, plus. c'est promis, Gaëlle, hein, vous le ferez C'est plus. promis. Hein. En fait, ce qu'on m'a dit, c'est d'écrire, mais de ne pas envoyer. Eh ben voilà, vous Écrire, parce qu'il prenez... faut que ça sorte, mais il faut pas envoyer. Vous Voilà, prenez donc, votre petit crayon, une feuille, voilà, vous pouvez vous défouler, dessiner, même dire plein de trucs, et après, hop, allez, vous mettez ça dans votre poche, au revoir, ça vous a fait du bien, voilà. et on passe à autre chose. Non, non, mais ça aide en plus, hein. Ça aide, hein. Bon, voilà, et puis Donc, voilà. vous allez partir, Et- vous, un peu, Marie, également, là, Oui, pour les oui. vacances? Bon, Oui, oui. bah allez, c'est bien, c'est bien. Enfin. Faut vous faire un peu prendre soin de vous faire Oui. chouchouter, être au soleil. Bah oui. Faire des Comme Gaëlle. rencontres agréables et puis Voilà. vraiment Je voulais recharger. faire un break. Mais oui, il faut faire un break, c'est important, Bah oui, vraiment, c'est vrai. vraiment. Voilà. Il y a plein de messages d'encouragement des auditeurs, beaucoup qui se reconnaissent à travers vous, à travers cette pression que l'on se met parfois à tort, hein, aussi cette exigence vis-à-vis de nous-mêmes, et plein d'auditeurs et d'auditrices qui vous souhaitent de très belles vacances et de vraiment bien en profiter, de revenir en pleine forme pour la rentrée. D'accord. Voilà, et prendre le recul, Prendre du recul, mais ça aide. Vous allez voir, dès que vous allez être dans un bel endroit au soleil, en maillot, sur la plage, ça va passer. Bah, Je merci, vous embrasse, Caroline. je vous Ça a été un embrasse, plaisir. Gaëlle. Merci, Au revoir, partagez. Au revoir Marie. Toutes vos Prenez bien confidences, soin de vous. Caroline Dublanche, Au au revoir. 39. Elle accompagne vos nuits. La libre antenne, Caroline Dublanche sur Europe 1. Je suis à vos côtés jusqu'à 1h du matin, en direct bien sûr. La ligne est ouverte au 39 21. Alors si des questions vous tourmentent, vous empêchent de trouver le sommeil, si vous êtes tracassé par une situation sentimentale, familiale ou professionnelle, n'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil. 39 21, et vous pouvez également le faire comme Marie qui souhaitait réagir au témoignage de Gaëlle. On aime bien vous entendre, partager votre expérience avec nous. Vous pouvez également le faire par mail, europe1.fr, par SMS au 7 39 21, SMS précédé du mot nuit, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Europe 1. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. J'ai eu votre collègue là, Paul. Paul, Oui. oui, qui est charmant. Oui, c'est vrai. Oui, oui, il s'est bien écouté. Oui. Oui. C'est sûr que ça fait du bien. Bah oui, ça fait du bien, surtout que vous avez besoin actuellement un peu, vous traversez un moment bien difficile, je crois. traverse un moment très difficile. Ça fait de longues années que ça se produit. J'ai connu mon mari, j'avais 18 ans. Oui. Il avait 20 ans de plus que moi. On a vécu 20 ans ensemble, et puis on s'est séparés, il a trouvé quelqu'un d'autre. Et puis il y a 10 ans, il est revenu, comme je dis, toquer à ma porte. Et puis j'ai vu qu'il y avait un problème de mémoire. Et après des analyses auprès du médecin, il a été déclaré Alzheimer. Et donc ça fait 10 ans que je m'occupe de lui tous les jours. Quand il est revenu vers vous, en fait, vous vous êtes rendu compte, puisque ne l'ayant pas vu pendant plusieurs années, qu'il y avait un changement. Oui. Il est à ce moment-là, puisque vous étiez resté 20 ans sans vous voir. Ben oui, enfin, on se parlait quelquefois au téléphone. D'accord. À cause des enfants, mais il avait une autre vie. Et donc il a fallu que je fasse une vie moi-même.
Oui, ça n'a pas dû être facile. Non. Ça n'a pas été facile du tout. Non. Et puis, quand il est revenu toquer à ma porte, c'est le mot qu'il a employé, hein, quand je dis toquer. C'est ce qu'il a, oui, c'est l'expression qu'il a utilisée. Il se savait malade à ce moment-là, lui, ou... Non. Non. Non, il en a jamais eu conscience. Et c'est moi qui m'en suis rendu compte parce que il reposait des questions, il demandait des choses auxquelles j'avais déjà répondu, puis je me suis dit ça ressemble pas à mon mari. Et c'est là que j'ai j'ai pris rendez-vous avec son médecin et qu'il a été examiné par un hôpital gériatrique avec des analyses et que là on lui a diagnostiqué Alzheimer. Il a quel âge aujourd'hui, votre mari ? Il a 92 ans. 92 ans, d'accord. Et moi j'ai 72. Et oui, puisque vous avez 20 ans d'écart. Ben oui. Vous avez été incroyable de dévouement quand même. Pour reprendre votre expression, il est venu toquer à votre porte. Vous vous êtes aperçu qu'il n'était pas comme vous l'aviez connu. Je vais vous dire quelque chose de rigolo. Bon, c'est correct quand même parce qu'on se connaissait bien. Il m'a dit écoute, je viens toquer à ta porte. Mais tu te mets dans ton lit avec une chemise noire décolletée. Non, mais c'est incroyable. Alors, ça fait scène de film, ça. Et alors, je lui dis bon. Comme ça, sans préambule, il avait des fantaisies sexuelles. Oui, j'ai obéi. Ah, vous avez obéi en plus, bon. J'ai obéi et puis voilà, il vous a rejointe et puis après le reste ne nous regarde pas. J'avais une petite chemise très 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 sec, très dégagée, très avec des petites bretelles. Je me demandais, je me posais des questions. Que vous aviez gardé quand même, précieusement, au cas où. Oh, pas forcément précieusement, mais j'avais ce genre de chemise de nuit. D'accord. J'ai été étonnée, si vous voulez. De sa demande, oui. De sa demande. Alors, j'ai voulu lui faire plaisir. Et puis, voilà, ça a recommencé comme ça. Et puis, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait un souci dans sa tête, quoi. Ça a dû être un déchirement pour vous. Quand finalement, il revient, on voit bien la joie que vous éprouvez, le bonheur finalement, qu'il revienne vers vous. C'est la surprise. La surprise, déjà, bien sûr. Oui. Et puis... Mais malheureusement... je me rends compte très vite qu'il y a ça. Et donc, je me dis, je m'occupe de lui. Oui, c'est là où je trouve que vous avez été incroyable. Alors, ça fait 10 ans que je m'occupe de lui, tous les jours. Ça n'a pas dû être simple non plus, parce que son état a dû se dégrader, j'imagine. Enfin, c'est pas simple, parce que il décline complètement. Oui. Et puis maintenant, là, ce qui me rend malheureuse, le plus malheureuse, c'est que maintenant, depuis une semaine, il est en maison de retraite. D'accord. Et donc, qui a pris finalement ça? Ce n'était plus possible la vie comme ça, vu son état. De le laisser tout seul. Oui. Parce que dans sa maison, qui a été ma maison. Oui. C'est une maison très grande. Et puis, le soir, il sortait. Et oui, et d'accord. Il se perdait. Oui. Il se perdait. Ou alors, il me téléphonait à 3 ou 4 heures du matin pour me dire qu'il allait prendre son petit déjeuner. Ou pour me dire qu'il me cherchait dans la maison. Oui, il était très désorienté. Très désorienté. Et puis là, il n'y a pas longtemps, il y a un conducteur de tram de Nantes à 1h30 qui me téléphone pour me dire qu'il y avait un monsieur qui voulait prendre le tram. Et oui. Donc, oui, c'est ça, il fuguait, enfin, c'était plus possible. Il fuguait, donc on avait fini. Alors, il a été marié une première fois, donc il a des enfants d'un premier mariage. Oui.
D'accord. et qui sont curateurs. D'accord. Et oui, donc, c'est eux qui s'occupent de ça. Et vous êtes voilà. en accord avec eux, enfin. Oui. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais donc là, ça commençait à devenir difficile. Oui. On avait été obligé de mettre, parce que la maison est très grande, il y a un petit portillon qui donne sur la rue. On avait été obligé de mettre une targette pour l'enfermer. Alors, pour l'empêcher de sortir. Moi, ça me faisait mal au cœur quand je partais de chez lui et que je mettais la petite targette. Et oui, bien sûr, oui. Ça me faisait mal au cœur. Et puis finalement, bon, il était inscrit dans cette maison de retraite et puis une place s'est libérée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est mort. Et donc, maintenant, ça fait une semaine qu'il est là-bas. Et moi, je me sens veuve, je me sens perdue. Il n'y a plus rien, c'est vide. Oui, c'est compliqué pour vous, c'est douloureux finalement Je me suis tellement donnée. Oui, c'est ça, vous avez dû tellement vous investir, vous impliquer, c'était une attention de tous les instants finalement. Oui, je le faisais de bon cœur. Oui, j'entends ça. Et donc là, maintenant, je vais le voir et puis je trouve qu'il décline. Et les personnes soignantes me disent qu'il faut au moins 3 mois pour qu'il s'accoutume à son nouvel environnement. Oui, d'accord. Il parle, c'est ça environ. Il constate qu'il faut. Comment lui il réagit de son côté pour le moment. Il aurait été mis dans une maison de retraite il y a 5-6 mois. Il aurait bondi, il aurait dit je ne veux pas. Et puis là, comme sa santé se détériore, il n'a pas réagi. Je lui ai dit que c'était une maison de repos. D'accord, oui. Je n'ai pas parlé de maison de retraite. Oui, vous avez bien fait. C'était rassurant pour lui. Enfin, et ça a marché d'ailleurs. Il n'est pas, il n'est pas angoissé finalement. Il ne vous paraît pas angoissé. Non. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il dort beaucoup. Alors, quand je suis avec lui, je lui demande s'il veut parler. Il me dit non, je veux pas parler. Je lui demande est-ce que tu veux qu'on aille se promener dans le petit jardin? Non, je ne veux pas marcher. Il est fatigué, peut-être. Il a un peu, c'est ça. Il a besoin. Quand il était chez vous, il était partant pour aller un peu marcher dans le jardin Oui, il marchait dans le jardin. Et oui, puisque même il partait parfois sans. Et puis alors, il pouvait sortir il sortait dans la rue, il se perdait. Et bon, là, ça c'était autre chose. Mais là, je trouve que il diminue beaucoup. Et que alors, ce qui se passe aussi, c'est comme ça fait une semaine qu'il est dans cet établissement à Nantes, qui est tout à fait correct. Oui. Et le soir, il déambule la nuit. Et oui, c'est un peu un des symptômes de la maladie, ça. Et donc, il n'est pas le seul à déambuler. Non, certainement. Il va dans les chambres d'autres personnes. Oui. Et donc, les personnels soignants, ils veillent et puis ils le ramènent dans sa chambre. Ils sont habitués, à ce type de situation, au fait que ça peut angoisser d'autres résidents, parce que ceux qui sont devoir... Là, il est dans un état, il est à l'étage où il y a toutes les personnes qui ont ce genre de problème, si vous voulez. Parce que il y a d'autres personnes qui sont... Il y a 3 étages. Et il y a des personnes qui sont normales, si vous voulez, qui sont en fauteuil roulant, mais qui n'ont pas ces problèmes de psychologie, de maladie d'Alzheimer, et qui ont toute leur tête. Tandis que dans cet étage-là où il est, ce sont en général des personnes qui ont ce problème.
Mais finalement, au vu de ce que vous me dites, Marie-Christine, lui semble plutôt s'adapter à ce nouvel environnement sans trop d'angoisse. C'est vous qui souffrez beaucoup actuellement. Vous souffrez beaucoup, vous. Oui, de c'est moi qui souffre cette séparation, du fait qu'à un moment vous vous sentez un peu dans le vide, quoi. On lui a retiré son téléphone parce que il n'arrivait pas à s'en servir, donc je peux pas l'appeler comme je veux. On avait l'habitude de s'appeler, on avait l'habitude de se parler. C'est un gros changement pour vous, c'est un peu vertigineux. Je me sens totalement vide. Oui, je comprends. Vide. Je comprends, puisque vous avez toute votre vie, votre quotidien tourné autour de lui aussi. Je ne faisais que ça. Oui, vous veilliez sur lui, vous preniez soin de lui, et tout d'un coup vous vous retrouvez avec tout cet amour qui vous reste sur les bras. Et, je venais chez moi, je le reconduisais chez lui. Il y avait tout le temps des petites choses comme ça. Vous étiez toujours occupé. Mais vous deviez quand même, ça devait devenir fatigant. C'était très fatigant, principalement parce que souvent, il m'appelait en pleine nuit. Et oui, c'est ça. À 4 heures du matin, ou à 5 heures, ou à 2 heures. Oui. Et puis, il me cherchait. Et oui. Et puis, à 4 heures, il me disait, tiens, je vais prendre mon petit déjeuner. Je lui ai dit, écoute, non, c'est pas encore l'heure du petit déjeuner. Et donc, je dormais très mal, forcément. Oui, vous seriez épuisé. Et puis, de toute façon, ce n'était plus possible au vu du fait que la nuit, il se levait, lui, constamment. Il avait perdu ce rythme comme ça, jour-nuit, les fugues. Mais vous devez être bien fatigué. Vous auriez perdu toute énergie, là. C'était la solution, la seule solution. Oui, la plus adaptée à... oui. Mais c'est pas sans peine et sans chagrin, évidemment, pour vous. C'est douloureux. Je suis c'est une séparation. Je suis vide, totalement vide, et puis... c'est important que vous aussi... Il y a un temps... finalement, vous souffrez plus que lui, là, actuellement. Il y a un temps d'adapter. Vous avez fait ce qui était le mieux pour lui. Voilà. Il se rend pas compte. Et vous vous retrouvez seul dans cette maison et assez désœuvré. Oui, parce que je tourne en rond et puis j'ai pas de projet pour l'instant. Pour l'instant, ça ne fait qu'une semaine. Hein. Ça ne fait qu'une semaine. C'est normal que vous soyez désorienté là et perturbé. Mais j'ai déjà vécu ça lorsqu'on s'est séparés il y a longtemps. Oui. Je me suis trouvée aussi désorientée. Et je trouve que je suis un peu malheureuse avec ces histoires-là. Oui, ça fait. Oui, je reconnais. Je reconnais que c'est cruel pour vous parce qu'il y a eu, comme vous dites, quand même. Ce temps où à un moment il est parti pour quelqu'un d'autre et où vous vous êtes retrouvé certainement aussi avec un vide immense, une blessure terrible, une vie à réorganiser. Oui. Et au moment où finalement, inespéré, vous le retrouvez, c'est la maladie qui est venue entre vous. Même s'il y a eu 10 ans, mais enfin 10 ans, alors où vous avez pu vous consacrer pleinement à lui mais c'est vrai que c'est une histoire bien compliquée où finalement vous avez raison de faire le lien avec ce qui s'est passé lorsqu'il était parti, parce qu'il a bien fallu à un moment faire face. Oui, puis on avait été heureux, Si ce n'est qu'il y a une différence, c'est qu'à ce moment-là, c'était un chef d'entreprise. Voilà, vous étiez plus jeune. Enfin, là, il y a quelque chose de plus déprimant, évidemment. Oui. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du fait de son âge, du fait on va pas vers quelque chose qui évolue, qui pourrait évoluer favorablement. Non. Et c'est ça qui est aussi très, très désolant parce que je sais pas, il a 92 ans, donc c'est pas une vie qui va être très longue. On ne sait pas, mais en tout cas,
Alors, il se souvient de moi quand même. Oui, j'allais vous demander, c'est-à-dire quand vous allez le voir, il vous reconnaît, Oui. D'accord. Bon. Oui, Ça c'est important. Je lui dis, voilà, bonjour Bernard, c'est Marie-Christine. Tu te souviens bien de moi? Ben oui, ma petite Minette. Il m'appelle sa petite il a Minette. le surnom affectueux qu'il vous donne. Oui. D'accord. Alors je dis, bah oui. Ça c'est alors, réconfortant. Comment vas-tu? As-tu bien déjeuné, etc. Les petites questions classiques. Oui. Et puis. Vous y allez la maison tous les jours. D'accord. Tous les jours, oui. Vous y passez les après-midi avec lui? Alors, ce que je vais changer, parce que je parle avec les soignants, oui. Quand le déjeuner est à midi, et en général après, ils leur font faire une sieste. Alors, si j'arrive trop tôt, eh ben, il passe son temps à dormir. Donc, il n'y a pas de conversation. Je lui dis, bon, est-ce que tu veux qu'on parle? Non. Est-ce que tu veux qu'on aille marcher dans le jardin? Non, j'ai pas envie de marcher. Donc, les soignants m'ont conseillé de venir plutôt vers 16 heures, après qu'il ait fait sa sieste, quoi. Et oui, c'est ça, pour lui laisser un peu ce début d'après-midi. Ils ont besoin d'un rythme très régulier, surtout de repères. Comme il déambule beaucoup la nuit. Il est fatigué. Il est fatigué fortement et c'est pour ça qu'il se repose la journée. Mais c'est quand même bien malgré tout qu'il le laisse un peu déambuler, tout en veillant sur lui, en faisant attention. Mais c'est-à-dire plutôt que parfois, vous savez, dans certains établissements, il les sédate beaucoup ou il y a même de la contention. Alors, j'ai posé la question aux infirmières parce que je me demandais est-ce que vous leur donnez pas des petites oui, quel traitement il donne un peu, oui. M'a dit non, pour Monsieur Moreau, non, en tout cas. Pas de nom, hein, attention. Pardon. Pour mon mari, non. Et simplement, comme il n'a pas l'habitude, en temps ordinaire, quand il était chez lui, de faire ça, forcément que ça le perturbe. Tout d'un coup, la nuit, il se réveille et puis il se reconnaît pas chez lui. Donc, il va falloir un petit moment. De toute façon, visiblement, vous dites vous-même, vous avez trouvé un bon établissement où l'équipe soignante est attentive, connaît bien cette pathologie. Cher, hein. Je peux vous dire que malheureusement, ça a un coût. Mais vous savez, je me dis, il y a forcément... médicalisé. Donc, oui, c'est cher. Oui, c'est cher. 3 000 euros. 3 000 euros par mois? Oui. Ouais, c'est énorme. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Parce que vous restez dans la maison... Il a une bonne retraite. Oui, puisqu'il avait une bonne situation. Il était chef d'entreprise, donc il a une bonne retraite. Mais non, c'est bon. Le personnel est très, très... Il fait attention. Très dévoué, attentionné, connaît bien les pathologies et très, très attentif, rassurant, finalement, très rassurant. Il y a un bon esprit, si vous voulez. Oui, quand vous me dites qu'il le laisse un peu déambuler, à partir du moment où ça n'angoisse pas trop, ça dépend aussi du comportement. Parfois, certains se montrent agressifs, mais là, c'est pas le cas. Certains patients peuvent se montrer angoissés, qu'on rentre dans leur chambre, mais visiblement, l'équipe fait bien face et gère bien. Donc ça, c'est rassurant. En revanche, évidemment, on parle beaucoup, si vous êtes à l'écoute de l'émission, on parle beaucoup de la souffrance des aidants. Hein, c'est une vraie question. Mais c'est vrai que cette question de l'après, finalement, dans cet instant, dans ces instants qui suivent, dans ces jours, ces semaines, ces mois qui suivent le placement, et de celui qui reste, finalement, quand c'est une épouse comme vous et qui se trouve avec ce sentiment de vide, finalement, ce côté désœuvré. C'est vrai que ça, on l'aborde moins et j'imagine, peut-être sûrement parmi celles et ceux qui nous écoutent, il y a des personnes qui ont connu ça et qui pourraient peut-être témoigner, nous dire un peu comment ça s'est passé pour eux, pour elles. 39 21,
peut-être. Il est minuit 28, on est ensemble jusqu'à 1h du matin en direct. N'hésitez pas peut-être à nous faire part de votre expérience, parce que c'est vrai que c'est un point qu'on aborde, le désarroi des familles, que ce soit les enfants, l'époux, l'épouse, quand il y a avant même, quand il faut prendre la décision, ça s'est évoqué, la fatigue aussi dans cet accompagnement. Mais ce que vous évoquez, c'est-à-dire ce vide auquel vous vous trouvez confronté, c'est vrai qu'on en parle moins. Et il y a un temps à passer. Alors, le téléphone ne sonne plus, puisqu'on lui a enlevé son téléphone. Donc, oui, mais ça effectivement, parce qu'on comprend de la part du personnel soignant, ça peut le perturber. Enfin, vous-même, on voit bien, vous le comprenez, c'est à son téléphone, il peut ne plus savoir comment, enfin, sur quelle touche appuyer, qu'est-ce qui sonne, et puis même à un moment, tout d'un coup, ça peut participer à créer une confusion. C'est-à-dire, il entend votre voix, qu'il peut reconnaître, c'est familier, puis tout d'un coup, vous n'êtes pas là. Vous voyez, donc ça peut créer chez lui presque aussi de l'angoisse. Donc c'est fait pour rassurer, enfin pour éviter ce genre de choses, mais en même temps, évidemment, pour vous, c'est douloureux parce que c'est aussi un lien. Moi, on m'a donné les heures auxquelles je peux appeler, à condition qu'il y ait un soignant qui soit disponible pour passer le téléphone. Et oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des soucis, il y a des soins, etc. Donc c'est pas possible. Oui. Mais là, il y a des contraintes. À 11h15. Alors 11h15, c'est la bonne heure. 11h15 ou 16h30, c'est le moment préférable pour l'avoir au téléphone. On voit que l'équipe s'adapte quand même, cherche à... Vous voyez, il y a un dialogue en tout cas. J'entends que il y a un échange. Ils sont à l'écoute, ils comprennent que c'est douloureux parce que ils sont confrontés, c'est leur quotidien, ce type de situation. Mais évidemment, pour vous, tout d'un coup, il y a ces intermédiaires, ces contraintes, ces contingences matérielles qui sont difficiles à vivre, évidemment. Qui sont difficiles à vivre. Et il y a un temps aussi d'adaptation pour vous nécessaire. Et un temps peut-être où déjà, je sais que c'est compliqué parce que pour le moment, vous vous sentez bien perdu, mais déjà pour vous arrivez, et oui, c'est tout récent, c'est tout. Est-ce que quand même la nuit, vous arrivez à dormir? Non, je dors pas. Vous ne dormez pas la nuit? Je m'endors vers 11h30, 23h30. D'accord, et vous êtes déjà réveillé là? À 4h, je suis réveillée. Et après, vous ne pouvez plus vous rendormir ou sur le matin Je somnole un petit peu, mais sans plus. Vous avez pris un peu un rythme qui était à ce moment-là imposé par votre mari? Ça fait déjà un moment. Ça fait un moment. Et quand vous vous réveillez à 4h, vous vous sentez comment? Vous êtes oppressé, angoissé? C'est-à-dire que tout me retombe dessus. Oui, à ce moment-là, toutes les angoisses, tout ce qui... ça vous tourmente. Toute la réalité me retombe dessus et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Et oui, parce que depuis toutes ces années, votre quotidien tournant autour de votre mari, au fond, vous avez un peu désinvesti l'extérieur. Vous êtes un peu perdu, vous, de vue à travers peut-être des choses que vous pourriez... J'avais plus du tout d'activité. Plus du tout d'activité. Vous arriviez à voir un peu des amis, un peu de monde, ou ça devenait compliqué? Non. Non, je ne voyais plus personne. Une voisine ou deux qui me donnait un petit coup de fil. Mes enfants, de temps en temps, un petit coup de fil. Mais c'était pas... Ça durait pas longtemps et puis ça suffisait pas à me calmer. J'étais vraiment perdue dans cette... C'est normal. Mais est-ce que vos voisines, elles savent, puisque donc que depuis une semaine vous vous retrouvez seule, peut-être. Vous voyez, visiblement elles sont sympathiques, elles prenaient de vos nouvelles. Peut-être ça peut être l'occasion de nouer des liens. Peut-être certains de vos amis, est-ce qu'ils sont informés ou
Les amis, j'en ai plus beaucoup. Plus beaucoup. Parce que avec le temps, ça c'est... Et oui, vous êtes isolée un peu. Je suis isolée. Oui, vous êtes isolée. Et par rapport, vous me parliez d'activités, c'est-à-dire fut un temps où vous aviez comme ça un peu des activités, des choses qui... Quand mon mari et moi nous sommes quittés, oui. Ça a été dramatique aussi. Il a fallu oui. Alors, ce que je faisais, c'est je marchais beaucoup. D'accord, oui, ça vous faisait du bien. Et puis, j'allais à la médiathèque. Oui. Et puis voilà. Et vous marchiez seul ou vous étiez un peu dans un club ? Non, seul, d'accord. Non, seul, je mettais mes baskets et puis... Et alors vos baskets, elles sont où là ? Elles sont toujours là. Elles sont toujours là ? Il va falloir les ressortir alors un peu, et y aller peut-être doucement, parce que si vous n'avez pas marché depuis un moment, il ne s'agit pas de... 8 ans. Marché, oui. Bon, alors il faut un peu se dérouiller, mais c'est la bonne période. C'est la bonne période, pas quand il fait trop chaud, hein, parce que là, il a fait, je sais pas, donc il faisait chaud. Le bon jour, oui. Ah non, il y a des jours, il faut pas marcher en plein soleil. Là, c'est vraiment pas le moment. Mais souvent, je marchais la nuit. Ah, tiens donc. Alors, mais où c'est pas très prudent, ça. Non. On m'a dit que c'était pas très raisonnable. Vous alliez marcher où ? Comme je suis en centre-ville à Nantes, c'est une ville très agréable à vivre, hein, il paraît, Nantes. Je descendais vers le port de Nantes. Oui. Ça faisait 5 kilomètres. Ah, quand même. Et puis je remontais. Mais alors vous faisiez 10 kilomètres dans la nuit ? Oui. Waouh. Et je me souviens qu'un jour, il y avait une voiture de police qui passait le long du boulevard et qui s'est arrêtée pour me demander si j'avais un problème. Oui, ils ont dû dire quand même, il était 22h ou quelque chose comme ça. Oui. Et j'aurais dit non, mais je cours. Bon, après, vous voyez courir. J'avais dit, oui, mais il faudrait peut-être que vous choisissiez une heure oui. un petit peu plus dans la journée. Ça partait d'un bon sentiment, parce que malheureusement, les policiers sont bien placés pour voir tout ce qui arrive, l'insécurité, les agressions. C'était gentil de leur part, ils veillaient sur vous. Et puis après, ils ont dit, elle est pas raisonnable, hein, si elle veut faire ses 10 kilomètres de rando la nuit. Après, j'ai marché un peu plus tôt quand même, et surtout, le dimanche matin. Oui, c'est plus raisonnable. J'ai pas fait j'ai un peu réduit les heures tardives. Oui, vous avez raison, parce que tout peut bien se passer. Vous savez, malheureusement, on peut faire des mauvaises rencontres la journée aussi, mais quand même la nuit, c'est plus délicat, parce que malheureusement, c'est très agréable. Ça, je vous comprends, parce que c'est calme, il y a vraiment, il y a une ambiance très particulière, comme où à l'Aube aussi, on retrouve un peu ça. Mais c'est des heures où malheureusement... j'avais changé mes habitudes, je partais vers 5h du soir. Oui. 17h, donc il faisait jour et... Bon, voilà. Marie-Christine... Les policiers m'avaient dit il faut partir, il faut marcher à des heures plus raisonnables. Sinon, on va devoir patrouiller, on va faire une patrouille spéciale, rien que pour vous la nuit. Ah non. Bon, il va falloir ressortir alors les baskets, hein, Marie-Christine. Peut-être d'ailleurs, il y a, alors après, si vous aimez marcher seul, mais il y a aussi des clubs parfois de randonnée où là, pour le coup, on peut faire des rencontres avec des gens sympathiques. Ça peut être l'occasion aussi de se lier. D'amitié. On va accueillir Sacha, qui est en voiture, me dit Paul. Il est avec nous au 3921. Mais avant, je vais vous lire quelques messages. C'est Camille. Elle laisse un message sur la page Facebook. Elle dit: à la mort de mon grand-père, qui souffrait de la maladie de Parkinson, ma grand-mère s'est tournée vers le monde associatif et le bénévolat
pour recommencer à vivre, entre guillemets. Aujourd'hui, elle est présidente d'une association et Camille nous précise que pour les aidants, il existe des dispositifs qu'on appelle hôpitaux de jour. Ils prennent en charge les patients une journée par semaine, par exemple, et ça permet à l'accompagnant du malade de vivre un peu sa vie. Alors ça, évidemment, ça ne vous concerne pas vous, Marie-Christine, mais voilà. Mais je pense que Camille en profite pour faire passer un petit message pour les personnes qui sont aidants, qui ont une personne atteinte de ces troubles à leur côté. Et elle a raison de parler de ces hôpitaux de jour. Ça permet un peu de ne pas se couper de tout. J'avais contacté au tout début une association d'aidants. Et puis finalement, j'avais pas donné suite. Je m'étais occupée de mon mari. Oui, je comprends. Il y a Cathy aussi sur Facebook qui dit si vous aimez marcher, franchement, il existe des associations très sympas de randonnée. Ça vaut peut-être le coup. Et puis il y a Nathalie. Elle rebondit sur vos randonnée nocturne, elle dit je comprends la police de Nantes, ça doit faire bizarre de voir une femme courir en chemise de nuit noire, ajourée avec des baskets. J'étais pas en chemise de nuit. Sans doute. Je courais vers la Loire. Elle vous taquine. Oui, je me doute bien. On va accueillir Sacha qui est avec nous au 39-21. Bonsoir Sacha. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Paul m'a dit que vous êtes sur la route, paraît-il, mais vous vous êtes arrêté. Je vous remercie. Oui. Vous avez entendu le témoignage de Marie-Christine et vous aviez envie de lui parler parce que vous êtes soignant vous-même. Vous êtes. Oui, c'est ça. Je suis médecin. Vous êtes médecin. Je suis médecin enfin cursus, dans le 94, tout à fait. D'accord. Donc ça vous parle. C'est un peu ce que vous vivez dans votre quotidien. Ça me parle beaucoup. Alors, moi, je suis pas beaucoup au contact des gens qui sont atteints de maladie d'Alzheimer, mais je me suis beaucoup intéressé à ce sujet tout au long de mes études et j'ai fait pas mal de masters sur le vieillissement, dont un an sur la maladie d'Alzheimer et un an sur la sexualité des personnes âgées. Des sujets c'est intéressant, oui, surtout pour un jeune homme, parce que vous êtes vous êtes un jeune médecin. Oui, mais on vieillit tous un jour. Et vous avez raison, vous anticipez, c'est bien, Sacha. Non, mais c'est un sujet encore tabou, d'ailleurs, la sexualité des personnes âgées, je trouve. Un peu moins, peut-être. Il démocratise un petit peu, il met un peu plus de temps que les autres, mais ça vient. Il faut remercier aussi. Il y a beaucoup de facteurs. Donc je pense que je peux pas citer. Non, parce que là, ça serait intéressant d'ailleurs un autre sort, mais là, c'est vraiment à Marie-Christine que vous aviez envie de parler parce que son témoignage vous touche et vous voulez un peu parler de votre expérience. Vous comprenez très bien ce qu'elle ressent parce que ça fait une semaine. Aujourd'hui, c'est très frais que son mari est placé. Oui. Tout à fait. D'abord, ce que je voulais dire à Marie-Christine. Elle vous écoute. Oui, je vous écoute. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir. Je trouve que ce que vous avez fait déjà, de rouvrir les bras après quelques années comme ça, c'est formidable déjà. C'est une belle preuve et d'amour et d'humanité parce que j'imagine que si vous l'avez pas fait par passion, vous l'avez fait par instinct. Et voilà, par bonté humaine. Je me suis trouvé une bécassine. C'est vous, bécassine? Oui, je me suis considérée comme une bécassine, la bécassine qui fait tout pour tout le monde. Ah oui, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. C'est un homme que vous avez aimé, qui vous a aimé. Oui, bien sûr. Donc, j'avais 18 ans quand on s'est rencontrés. Et oui, évidemment, vous étiez une toute jeune femme. Oui, donc vous avez raison de dire c'est une belle preuve d'amour et d'humanité, effectivement. Et quand il est revenu toquer à ma porte et que j'ai vu qu'il allait pas bien, je ne pouvais pas. Marie-Christine, on va peut-être écouter Sacha puisqu'il a entendu votre histoire et même il était sur la route et il s'est même arrêté parce qu'il souhaitait vous parler. Oui, je suis sorti de la voiture même pour prendre l'air aussi dans la nuit un petit peu. Je suis près de chez moi donc c'est pas un problème. Je suis garé et je voulais dire à Marie-Christine que sa situation était sûrement difficile à vivre et elle se comprenait. Elle se comprend parce que d'abord Marie-Christine se retrouve seule physiquement.
puisque elle est maintenant éloignée et est privée un peu de son rôle qu'elle a délégué, et ce rôle qu'elle s'était donné. Et c'est une modification, c'est vrai, physique et dans son temps, son emploi du temps dans sa vie de tous les jours, mais aussi une modification, je pense que Marie-Christine est aussi très isolée psychologiquement, puisqu'elle n'a plus l'interlocuteur en face, elle n'a plus d'alter ego, et elle n'a plus le miroir qui lui renvoie les conversations qu'elle avait, qui lui renvoie les mêmes choses qu'elle avait l'habitude. Et je crois que pour Marie-Christine, il y a des choses qui peuvent énormément l'aider elle aussi, puisque la maladie d'Alzheimer, on le sait, elle ne touche pas que les patients atteints, mais elle touche aussi beaucoup les aidants, l'entourage, qui eux aussi ont besoin d'être accompagnés. Et Marie-Christine a un grand cœur et elle veut aider tout le monde, mais elle aussi a peut-être besoin d'être aidée. Dans cette démarche parce que ça l'affecte également. Accompagner, vous voulez dire un peu psychologiquement peut-être justement par rapport de quelle façon finalement quelle forme pourrait prendre cette aide Je pense que Marie-Christine, elle peut, si on a le besoin, elle peut parler à quelqu'un, un psychologue, un psychiatre, mais peut-être aussi, il y a des, aujourd'hui, on a vu les qualités extraordinaires, comme le disait Camille, des associations de malades, et notamment la maladie d'Alzheimer, l'association, le groupe France Alzheimer, qui fait des choses formidables, et ces associations de malades qui sont bien connues des établissements qui prennent en charge les malades de la maladie d'Alzheimer. Qui aident énormément aussi bien les patients que ceux qui les entourent, puisque c'est aussi une épreuve pour elles et il ne faut pas le négliger. Alors il y a ça, et puis il y a d'autres pistes aussi. Si Marie-Christine a envie de s'exprimer, et je pense qu'elle doit s'exprimer, elle peut lui écrire. Elle peut lui écrire et lui laisser des lettres qu'il lira et peut-être relira. Elle peut lui laisser des messages sur des cassettes qu'il redécouvrira et puis communiquer avec lui, puisqu'elle doit aussi, Marie-Christine, elle doit aussi parler et être comprise et voilà, c'est important aussi, je pense, pour elle. Je peux lui écrire, c'est vrai. Oui, je trouve que c'est une excellente idée. C'est une excellente idée parce que ça se conserve une lettre. Enfin, c'est précieux, on peut la relire. On peut même la parfumer d'ailleurs. Il y a quelque chose il y a un lien très fort, puisque on entendait bien que ça vous faisait souffrir de ne plus pouvoir le joindre par le téléphone. Mais vous voyez, je n'y avais pas pensé. Je vous remercie, Sacha. Je trouve que c'est une excellente idée qui peut être utile aussi à beaucoup d'autres personnes. La lettre et le fait aussi, des cassettes, enregistrer sa voix. C'est vrai que c'est important aussi. Oui. Je vous remercie parce que c'est vraiment une excellente suggestion. Oui, la lettre, on peut la garder contre soi, on peut le mettre dans un. Enfin, on peut la lettre, on peut la garder. Je lui ai déjà apporté des photos. Oui. Je lui ai apporté des photos une photo qu'il aimait bien de moi. J'avais 40 ans, alors. Oui, mais peu importe, peu importe, J'en ai 72 maintenant. Oui, mais c'est une photo qu'il aimait. Il aimait bien cette photo-là, donc je lui ai apporté. Et puis... de créer un environnement affectif, doux autour de lui. Et en même temps, comme le dit très judicieusement Sacha, c'est aussi pour vous un moyen de vous exprimer, parce que c'est important. Vous aussi, vous en avez gros sur le cœur, beaucoup de choses à dire finalement, et que Sacha, vous le dites, les aidants ont aussi besoin d'aide. J'avais pas du tout pensé. Non. Moi non plus, vous voyez. Et je pense que c'est une excellente idée. Oui, vraiment, Sacha, je vous remercie. N'hésitez pas, Marie-Christine, en fonction de vos humeurs, d'un moment que vous aimeriez bien qu'il se rappelle. Vous savez, on sait parfois que il y a des fluctuations dans les états de mémoire. Parfois, on se rappelle des moments et parfois on en oublie dans cette pathologie. Et puis parfois, ça revient. Et si vous voulez lui rappeler des souvenirs, si vous avez eu des remords, des regrets à certains moments, lui raconter une anecdote rigolote, n'hésitez pas à écrire, ce qui vous fera peut-être du bien, et lui dire je sais que parfois tu oublies, mais parfois tu peux te rappeler, et même si tu oublies, voilà ce que nous avons fait ensemble, voilà un événement de notre vie. Vous me donnez une excellente idée. Parce que on a fait pas mal de voyages ensemble et j'aimerais lui parler de Venise
j'aimerais lui parler de New York, de oui. Stockholm, Oui, tous ces voyages que vous avez faits avec les lui. voyages que nous avons Bon. faits. Bah oui. Ce serait pas une mauvaise idée, ça. Ah non, c'est même Et une puis, excellente vous savez, idée. je ne sais pas où en est votre mari dans cette situation, mais Il s'en souviendra. ils savent, oui, je pense qu'il s'en souviendra peut-être, mais ils savent aussi qu'ils perdent la mémoire et leur dire que parfois tu l'oublies et moi j'oublie pas. Ça les soutient, ça leur laisse, c'est du baume au cœur et parfois, si vous n'êtes pas là, dans la nuit, il la trouve et puis il la relit et ça peut lui faire du bien à lui aussi et ça peut vous faire du bien à vous. Vous pouvez aussi lui parler de vos sentiments. C'est la meilleure idée qu'on m'ait donnée. C'est vrai, en plus, moi je partage complètement. Je trouve des petits mots. On voit c'est l'expérience. Pourtant, vous êtes un jeune médecin, Sacha, mais déjà plein de sagesse et plein d'humanité, je trouve. Et ça, il y a d'ailleurs Brigitte. Très touchée par Marie-Christine. Merci vraiment. Merci de vous. Oui, et la façon dont elle en parlait, je vous comprends. D'ailleurs, il y a Brigitte. Alors ça, c'est un petit message perso pour vous, Sacha, qui dit: je trouve Sacha hyper pertinent. Je me demande si c'est professionnel ou par expérience personnelle. 3 petits points. C'est peut-être indiscret après tout. Mais écoutez, je sais pas si on est à l'heure des confidences. Moi, j'ai vécu, la perte de mon grand-père il y a pas longtemps et on était excessivement proches, même qu'on soit dans une grande famille, on était excessivement proches et il avait aussi des petites pertes de mémoire. Et moi, je venais souvent à la maison de retraite, on avait une relation particulière. Et puis, je m'allongeais à côté de lui pour la sieste et puis avec une tablette et puis je lui montrais des photos ensemble, des choses qu'il avait faites, des choses des vidéos, des choses comme ça, parce que je sais un petit peu monter des vidéos, je me sers bien de ces choses-là et ça lui faisait plaisir. Il voyait de beaux paysages, de belles choses de sa vie et il dit regarde, c'est tous tes petits-enfants, c'est tout ce que tu as fait. Ça lui faisait beaucoup de baume au cœur, il aimait beaucoup mes visites et je suis sûr qu'il est parti serein grâce aussi à ça. Donc c'est important de... Certainement. Voilà, je partage mon expérience avec Marie-Christine. C'est émouvant et c'est joli ce que vous nous dites. Et c'est vrai que je pense que vous allez être un médecin formidable. Ça me donne des idées. C'est très gentil. Merci beaucoup d'avoir pris la peine de vous arrêter pour parler à Marie-Christine et on sent que ça vous a beaucoup réconforté. Donc merci à vous, Sacha. Bonne route. À elle. Merci. Bonne route. Merci à Marie-Christine et bravo à elle. Et oui, vous avez raison. On peut lui dire bravo et prenez soin de vous. Marie-Christine, elle a un grand cœur. Merci beaucoup. Merci Sacha pour ces mots très réconfortants. Plein de bonnes choses. Cette belle idée et que je veux mettre immédiatement en application. Merci beaucoup Marie-Christine. Je vous souhaite une belle soirée, plein de courage à vous. Au revoir. Oui, merci, au revoir. Au revoir Sacha. Il y a encore beaucoup de journées qui vont être difficiles. C'est bien de réentendre Kate Bush sur Europe 1, minuit 54 et vos messages pour Sacha, il vous a touché et je comprends. Il y a Brigitte qui dit merci déjà d'avoir répondu à ma question Sacha et merci pour ces belles confidences inspirantes. Quelqu'un dit ça fait du bien d'entendre ce médecin si humain qui saura prendre soin de ses patients. Il y a Monica qui dit vous aussi Sacha, on peut vous retourner le compliment, vous avez un grand cœur, vous êtes une belle personne, amitié à vous. Et bonne route. Bonsoir Lionel. Lionel, vous êtes avec nous? Et Lionel, il est plus là? Ou il est... Est-ce que vous êtes là, Lionel? Non. Minuit 54, si, je vois Fifi et Paul qui s'activent et qui me disent que normalement, on devrait entendre la voix de Lionel, mais... Visiblement, il y a un petit bug. Lionel qui voulait, je crois, réagir au tout premier témoignage, celui de Gaëlle, cette jeune femme de 31 ans qui était un peu en plein questionnement, en bilan, pas seulement sur le plan professionnel, mais bilan aussi un peu personnel. Lionel, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là. Ah alors, vous nous faites une petite frayeur comme ça, à 5 minutes de la fin de l'émission. Non, ça peut arriver, vous n'y êtes pour rien. L'essentiel, c'est qu'on puisse vous entendre. J'étais en train de dire que vous vouliez réagir au témoignage de Gaëlle. Alors, cette jeune femme donc de 31 ans, et comme il nous reste un peu moins de 5 minutes, c'est à vous. Allez-y, on vous écoute. Alors, moi, ce que je voulais vous dire, j'ai connu beaucoup de bien-être dans ma vie, j'ai connu du plaisir, plein de bonnes choses.
j'ai connu des moments beaucoup moins agréables, mais dans ma vie, j'ai connu une chose formidable que j'ai découvert par rapport à des amis, c'est le naturisme. Et le bien-être. C'est ce que, pardonnez. Mais non, mais parce que ce qui me fait rire, et je me moque pas de vous, c'est simplement, on me dit que vous vouliez réagir sur le témoignage de Gaël qui parlait de boulot, et vous me dites j'ai connu, comme ça, ces moments de bien-être. Et quel rapport avec le naturisme? Et j'allais en venir. D'accord. Parce que moi, je suis un ex-directeur commercial qui a été licencié par rapport à une entreprise qui a déposé le bilan. Et je me suis retrouvé sans rien. Et sans salaire. Et il a fallu que je retrouve du bonheur. Oui. Parce que quand on n'a pas d'argent, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on retrouve du bonheur. Mais quand on n'a pas d'argent, on ne peut plus s'acheter de vêtements. On se met, alors voilà, retour à la nature. On ne s'achète pas de vêtements, mais on n'a pas, au niveau nourriture, tout ça, il faut toujours s'arranger. Et j'ai trouvé le bien-être par rapport au naturisme. Mais c'est-à-dire comment vous avez rencontré, comment c'est venu ça? C'est-à-dire, vous en faites pas votre boulot aujourd'hui, ou vous êtes peut-être dans un club? Non, j'en fais pas mon travail, bien au contraire, parce qu'aujourd'hui j'ai une autre profession, mais j'ai gardé ce bien-être depuis ce moment, et je vis du naturisme. Aujourd'hui, un bien-être qui est exceptionnel dans ma vie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous procure? Ça me procure un bien-être exceptionnel. Alors, je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne, mais j'ai vécu une certaine religion à une époque. Aujourd'hui, je vis du bouddhisme et du bien-être. Et je suis exceptionnellement bien dans ma tête. Et alors, vous pratiquez le naturisme, c'est-à-dire vous allez dans des endroits pour cela, où c'est les vacances, j'imagine, dans des clubs naturistes, ou c'est un peu sauvage, c'est-à-dire dans des coins... Alors, il y a une différence, je ne suis pas libertin. Je vis le naturisme... Oui, c'est très différent, d'ailleurs. Voilà, c'est pour ça que je tiens à faire la différence. Oui, mais beaucoup de naturistes tiennent à cette précision, c'est vrai. Mais j'ai la chance de pouvoir habiter une région dans le 56, pour pas la nommer. Alors attendez, 56, c'est le Morbihan, la Bretagne. D'accord, bah oui. Ah oui. Il fait un peu frais là, parfois. Quoique le Morbihan, non, il y a un microclimat. Il y a un microclimat. C'est désagréable parce que je suis dans le golfe du Morbihan. Oui, c'est vrai. Non, pardonnez-moi. Il y a un microclimat, c'est vrai, là-bas. Mais non, c'est vrai que ça reste super agréable. Et ce qui me permet de réfléchir et de penser à beaucoup de choses. Et on pense mieux quand on est tout nu? Oui. Je vais essayer alors. Peut-être faire l'émission toute nue, en fait, ça m'aidera à mieux réfléchir à tout ce qu'on me dit. Peut-être faire l'émission toute nue ou vous allonger dans votre jardin, pourquoi pas? Liberté totale, se baigner nu est extraordinaire pour le coup. Alors moi je suis pudique, donc jamais en public, mais quand c'est possible sur des criques, vous parlez de la Bretagne, il y a des endroits, et ça c'est vrai que c'est une sensation merveilleuse. Mais à l'abri des regards. Donc dans le jardin, non, sur la terrasse, non, pour le moment malheureusement. Mais je vais y réfléchir. Et j'invite énormément de personnes qui nous écoutent ce soir à essayer ce bonheur absolu. Eh ben écoutez, pourquoi pas, les vacances s'approchent. C'est dommage, on aurait pu terminer avec le titre de Carlos, tout nu et tout bronzé. Mais peut-être que ça va donner des idées à certains d'entre nous. Je vous embrasse, Lionel. Merci. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir, bonne nuit. Belle nuit à vous, je vous embrasse et je vous dis à ce soir, bien sûr. Il est maintenant 1h, vous écoutez Europe 1. Tout de suite, c'est Christophe Ondelat.